Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Dernier débat pour moi avant les vacances. La semaine prochaine, c'est Maxime Liédo qui sera là pour animer les grands débats d'été. Et puis, à partir du mois d'août, ce sera Laurence Perrault sur les routes de l'été. Une jolie grille d'été pour Sud Radio. Donc, vous avez toutes les raisons du monde de nous écouter et d'écouter Sud Radio. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Alex Darmon, journaliste politique. La vérité en face, c'est un peu fini là. C'est un peu fini, mais est-ce que ça va reprendre? C'est la question que tous les Français se posent. On n'a même pas posé la question à nos spécialistes médias qui étaient avec nous. Vous étiez face à Éric Tegner toute l'année, et puis votre chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. Alexandra Spinner, enseignante, déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour Valérie, Arnaud bonjour à Stéphane, tous. bonjour, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Valérie. C'est les vacances aussi. Mais oui, ce sont les vacances. Voilà, oui, vous avez raison. Ce sont les vacances. J'ai quitté une terre de gauche C'est-à-dire que je retrouverai en septembre. Ah oui, absolument. C'est Là, pas ça y facile est. tous les jours, vous savez. Ça y est, là, il n'y a plus de cours, c'est fini. Non, c'est depuis un terminé. moment, ouais. Oui, c'est fini, ça Bon. y est. Vos Un élèves peu de ont eu répit. des bons résultats. On attend les résultats avec impatience. Vous avez quoi, le brevet, c'est ça vos élèves, Oui, le brevet. Au bac, Oui. ça doit être 100% à peu près, non? Oui, à peu 110. près. 110%. Puis après, il y a tellement de trucs de rattrapage après. Oui, Tiens, ça va, je vais commencer avec cette information que j'ai lue ce matin, justement dans le Parisien. Je crois que c'est dans le Parisien ou le Figaro, je sais plus. Les jeunes aujourd'hui, ils vont plus attendre devant les panneaux pour voir les résultats. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont passé le bac, C'est une vraie fracture générationnelle. là. on allait attendre l'affichage des noms pour voir si on avait eu le bac, les mentions, etc. Maintenant, les jeunes préfèrent regarder sur Internet. Et je trouve que c'est une grosse tradition, peut-être, Kevin, qui se perd. C'est aujourd'hui les résultats du bac. Je suis d'accord avec vous, Valérie. C'est la fin d'un rituel, mais quand vous regardez, le bac a perdu de sa valeur et vous avez beaucoup d'élèves qui, avant de passer le bac, savent très bien de toute façon qu'ils l'auront. Et c'est exactement la même chose pour le brevet. Donc c'était une forme de rituel républicain qui est de moins en moins important, je suis d'accord avec vous. Et le problème, c'est qu'on donne le bac à tout le monde, on donne des licences à tout le monde, on donne des masters à tout le monde, et à la fin, finalement, c'est le piston qui l'emporte sur la méritocratie et sur le travail. Et ça, je regrette d'être dans un pays de moins en moins égalitaire, où l'égalité des chances est de plus en plus remise en question, et notamment par la gauche qui prétend défendre l'inverse, alors que quand vous donnez des diplômes à tout le monde, forcément, c'est les petits-fils de bourgeois qui sont favorisés. Et bonnes vacances. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hier, on c'est la avait vérité. Arnaud Benedetti qui enseigne à la Sorbonne. Vous aussi, Alexandra, vous êtes enseignante, qui disait qu'il fallait se poser beaucoup de questions quand même sur même l'enseignement supérieur et le niveau La fac, oui, les c'est grandes ça. écoles, non. Parce que mais c'est pour ça qu'ils essayent de les casser d'ailleurs. Dans la suite de ce qu'il dit Kevin, le problème, vous savez, c'est que finalement, c'est une fabrique de frustration. Ouais. On donne le bac à des jeunes en leur faisant croire que c'est un diplôme qui vaut quelque chose. C'est faux. On donne des licences à des jeunes en leur faisant croire que ce sera un outil pour entrer dans la vie professionnelle. C'est faux. Ouais. C'est ça, en fait. Et le biais idéologique est très fort, évidemment, puisque moi, je pense que quand on respecte les gens, on est très exigeant avec eux. Voilà. Et ça doit s'appliquer à l'école. Et on leur dit la vérité, surtout. Peut-être que ce sera compliqué plus tard, il faut leur dire. Mais c'est peut-être aussi de faire croire que tous les diplômes se valent aussi. C'est-à-dire que si vous faites en effet une licence d'histoire du cinéma ou des spectacles d'art vivant, ça va être compliqué de trouver un travail éventuellement. Si vous faites en revanche une licence à Dauphine, qui est pas très loin d'ici, en économie ou en trading, en micro-trading, parce que je crois que c'est les seuls à le faire, vous aurez moins de difficultés à trouver du travail. On ne va pas avoir que des traders non plus. Oui, il y a une diversité de talents. Par contre, il faudrait qu'on ait plus de médecins. Et vous seriez surpris de voir, par exemple, combien des étudiants en littérature, finalement, s'engagent dans des parcours complètement différents de la formation qu'ils ont reçue, parce que parfois, les arts vivants, la littérature, le théâtre, sont des
formation qui... Donc c'est très bien d'avoir dépensé de l'argent de l'État pendant 3 ans à pas faire du tout pourquoi vous avez été formé. Mais c'est une bonne idée. Je le note, un petit bâton. En revanche, il y a un problème. Oh là là, c'est agité aujourd'hui. Il faut un peu de discipline. Un peu de discipline. On va se retrouver dans un instant et puis je donnerai la parole au, je crois, le plus jeune qui nous dira... non, vous êtes le plus jeune, je pense, Alex. On se retrouve dans un instant. Ça m'étonne, là. Pardon. On se retrouve dans un instant. On le prend très mal. Nous quittons le plateau. Sur Sud Radio. Partez, Kevin, partez. Oui, je crois que... Et on parlera du bac avec vous dans un instant et puis de la cacophonie, voire des couacs au gouvernement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les débats aujourd'hui autour d'Alexandre Darmon, journaliste politique, et on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région de Île-de-France. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Les résultats du bac, c'est aujourd'hui, vous l'avez entendu, donc j'ai lancé ce débat un peu traditionnaliste sur le fait que, oui, c'est triste que les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus devant les écoles pour voir les résultats. On vous a pas entendu, Alex, sur le sujet. C'était un débat très animé, donc je reprends un peu sur le sujet. Mais pour de vrai, je me rappelle quand j'avais été, je me rappelle très bien où c'était, quand j'avais été voir les résultats du bac, que j'ai pas eu avec les félicitations du jury, je vais pas vous mentir, mais je l'avais eu, et c'est vrai que c'était un souvenir qui marque et qui vous fait dire que vous passez une nouvelle étape de votre vie. Et le fait de tout avoir dématérialisé aujourd'hui, c'est effectivement un peu le signe même de la société. Et après, sur les études, moi je trouve qu'un diplôme reste un diplôme. Et le bac, c'est quand même le premier grand diplôme que vous pouvez obtenir. Et même les diplômes d'après, dans les études supérieures, alors peut-être qu'il y a moins d'enjeux, moins d'authenticité qu'avant. Encore que, moi j'aime pas dire ça, parce que je pense que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il faut absolument les valoriser par rapport à leur diplôme. Et par contre, je disais ça, il ne faut pas leur mentir. Par rapport à leur parcours, par rapport à leurs possibilités, et à leurs études. Mais un diplôme qui vaut rien. Mais franchement, qui je suis pour dire qu'un diplôme ne vaut rien quand vous faites des études supérieures à 4, 5, 6 ans. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion générale. Peut-être que aussi l'État, la société doit réfléchir à des métiers, à des vocations, à plus créer. Je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais il nous faut plus de médecins. Parce qu'il faut plus de médecins, il faut forcer, entre guillemets, en tout cas inciter majoritairement les jeunes aujourd'hui à aller dans ces études. Mais quand vous avez à la fac des gens qui arrivent en 3e année de sociologie, licence, mais même de lettres, et je parle du contenu, je veux dire, atterrant des copies, je pense que on peut... Première année de sociologie, 5 années formidables. Non, mais c'est ce que disait Arnaud Benedetti hier, qu'il a vu... Pour le coup, je suis pas professeur. Mais il a vu une baisse du niveau, donc on se dit, mais comment des élèves comme ça... Enfin bon. Et je crois que la plus grave régression française, c'est l'effondrement éducatif. Oui, je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il touche les plus fragiles socialement. Bien sûr. Parce que parce que les enfants des milieux favorisés s'en sortent toujours, parce que il y a la compensation des déjeuners dominicaux où on parle de peinture, où on parle d'histoire, où on va voir une expo. Mais oui. Non, mais ne riez pas, parce que c'est ça la réalité. Moi, je vais vous donner un contre-exemple, mais total. Voilà, je vais vous donner un contre-exemple total. Tour de verre et d'acier, la Défense, tout le monde a fait de très bonnes études, tout le monde fait du conseil, etc. Autour de la table, discussion, et on cite l'expression des châteaux en Espagne. Pas une seule des personnes qui étaient autour de la table ne savait ce que c'était que des châteaux en Espagne. J'ai pas la ref. Vous parlez de n'importe quel auteur, j'ai pas la ref. Des gens qui ont fait des études supérieures. Mais ça vient pas vous regardez les mails, les tournures de français, les gens ne savent plus écrire en français. Les expressions, voilà, c'est mais enfin donc parler une langue, l'écrire, et c'est pas devant des professeurs, je devrais vous dire, c'est quand même la base quand même de l'intégration aussi dans une société. La raison critique, compter, lire. Moi, je vois des jeunes gens, par exemple, qui ne maîtrisent pas le subjonctif à un niveau d'études tout à fait correct, donc qui ne sont pas en capacité de formuler une hypothèse. Parce que par le verbe, par la conjugaison, c'est l'outil premier pour raisonner, pour s'exprimer. Donc oui, c'est tragique. Nous sommes d'accord. Moi, je suis d'accord avec Alexandra. On a
une école qui accroît les inégalités au lieu de les réduire. Vraiment, et la première des choses, c'est la culture générale. Oui. Où vous avez des gamins qui arrivent, qui sont nés dans des milieux favorisés, qui ont déjà cette culture générale que l'école ne transmet plus. Et puis vous avez aussi des inégalités territoriales, puisqu'il faut parler des territoires, aller à la campagne, où il y a un problème au niveau de l'orientation. La connaissance du système éducatif, c'est aussi un problème, parce qu'il y a plein de gamins qui ne savent pas où aller, qui ne connaissent pas, par exemple, les classes préparatoires, qui ne connaissent pas où il faut aller pour faire telle ou telles études. Et puis vous avez aussi des problèmes de revenus. Quand il faut aller trouver un logement dans la ville d'à côté, quand vous êtes d'origine populaire, c'est compliqué. Quand il faut faire 50-60 km pour aller dans une classe préparatoire ou une université, c'est compliqué. Et le problème, c'est le cocooning. Il faut dire la vérité à ces gamins, leur dire que ce sera compliqué et arrêter de leur dire qu'avec un master en sociologie ou en psychologie sociale, ils vont trouver quelque chose. C'est faux, c'est leur mentir et ça allait à l'encontre finalement de l'ascension sociale et de la méritocratie. Très bien. C'est bientôt les vacances. Donc heureusement. Mais Kevin, c'est vrai, tu as raison. Mais vous savez, Lionel Jospin, il avait perdu en 2002 parce qu'il a dit une vérité. L'État ne peut pas tout. Ah ça, je suis d'accord. Et l'État, en fait, on peut pas reprocher à l'État de ne pas dénoncer les choses aux étudiants. Il y a aussi des parents. Il y a aussi des familles. Et en fait, moi, j'ai du mal à dire qu'un diplôme ne vaut rien et que donc, parce que le diplôme ne vaut rien, l'État ne fait rien non plus derrière. En fait, c'est un état d'esprit général. Vous savez, il y a les discours et puis après, il y a le concret. Quand vous avez des gamins qui ont un bac+5 en sociologie qui ne trouvent rien, il y a une forme de révolte, notamment chez les parents, qui ont l'impression qu'on leur a menti. Et après, il y a un autre problème aussi dans ce pays, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait telles ou telles études pour avoir tel ou tel poste. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez avoir un bac+5 en histoire ou en sociologie et vous pouvez avoir des postes à responsabilité. En France, ce n'est pas possible. C'est la loi du piston et c'est la bonne école qu'il faut avoir. C'est mieux d'avoir fait une bonne fac quand même. Hein. L'Ivy League, c'est pas une... Juste un mot de Véronique qui dit arrêtez de généraliser. Mon petit-fils a fini sa seconde avec 18 de moyenne. Ma fille est seule pour élever ma petite fille. Première de la classe. Évidemment. C'est formidable. On ne dit pas du tout, Véronique, que c'est pas formidable. Évidemment qu'il y a des élèves qui sont formidables, qui sont talentueux, qui sont... c'est votre... c'est notre quotidien, notre quotidien. On voit tous ces talents. Mais si un élève est mal orienté, il a beau être formidable, il fera rien. Allez, on avance. Finira à Sciences Po, vous imaginez. Arnaud, quelle horreur. Arnaud, vous, c'est un coup de gueule ? Oui, c'est un coup de gueule suite aux déclarations du ministre de la Défense, monsieur Sébastien Lecornu. On peut d'ailleurs le féliciter d'avoir eu le courage de dire quelle était la situation de l'armée française il y a encore quelques temps, puisqu'on apprend lors d'une intervention du ministre de la Défense que les bâtiments de la Marine nationale partaient en mission avec pas assez de munitions pour réaliser la mission. On apprend également que certains bâtiments ne sont pas équipés de brouilleurs, ça tombe bien puisqu'ils escortaient le Charles de Gaulle et devaient assurer les contre-mesures électroniques pour protéger le bateau amiral de la flotte française. On apprend que un certain nombre de bâtiments n'ayant pas les matériels qui normalement sont inscrits sur la fiche technique mettaient des maquettes à la place pour faire croire que le matériel était présent. Que des bâtiments partaient avec des silos vides, n'ayant pas d'exocète pour mettre dans les silos. Que la conception même des bateaux pour faire des économies à bâtiments comparables, les Français ont entre 30, 40, 50 maximum tubes pour envoyer des missiles, quand les nouveaux bâtiments, et notamment dans le sud-est asiatique ou de certains de nos partenaires internationaux, on en 60, 80 ou 100. Donc c'est même la conception même de la défense qui est complètement à l'envers. Donc le ministre fait aussi c'est une opération de communication. Il explique que depuis que lui est en charge depuis les 3 dernières années, en revanche, il a fait le nécessaire pour que enfin nos bâtiments puissent avoir le matériel nécessaire et que on va enfin pouvoir se mettre à l'équerre. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que c'est un sujet que je suis depuis très longtemps, depuis que j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, les questions et au Parlement européen, les questions de défense. Et j'ai la chance de me rendre dans des salons. Et notamment, j'ai été au salon du Bourget il y a quelques jours. C'était très intéressant, le salon du Bourget. Pourquoi ? Parce que le salon du Bourget, cette année, c'était le salon du drone. C'est le salon de l'aéronautique, mais alors cette année c'était le salon du drone. Il y avait du drone partout. Et il y avait un truc très intéressant à voir. C'est que vous aviez les compagnies turques qui étaient présentes, avec des drones partout.
énormes, des trucs gros comme des camions. Vous aviez des sociétés italiennes qui ont des deals avec les Turcs, avec des énormes drones. Vous aviez des compagnies israéliennes. Alors, on avait fermé leur stand, mais on voyait quand même les drones qui étaient au plafond. On les voyait. On voyait quelques constructeurs de drones comme ça à travers le monde. Et puis toutes les grandes compagnies françaises, eux, ils avaient des dessins de drones. C'est-à-dire que vous aviez de magnifiques illustrations de ce qui allait sortir bientôt. Mais nous sommes numéro 1 du dessin de drone. Alors le seul qui avait fait quelque chose, c'était Dassault. Alors ils avaient fait une maquette. On n'avait pas un dessin, on avait une maquette, mais c'était sympa quand même. Et on n'avait pas mis l'armement parce qu'il paraît qu'il faut. C'était un musée presque. Parce que Bourget c'est un musée, mais c'était un salon où je vous rappelle qu'on a fermé les stands israéliens parce que ils montraient des armes offensives alors que normalement ce sont des armes défensives. Vous m'expliquerez la différence. J'ai servi dans l'armée, j'ai pas bien compris si à l'époque mon FAMAS, parce que je suis un vieux, mon FAMAS était une arme défensive ou offensive. Il faudrait m'expliquer. Ou les saguets qu'on avait avec des canons de 105 étaient-ils défensif ou offensif? Vous avez 3 heures. Non, mais c'est concernant. Ça m'avait échappé. Effectivement, le ministre des Armées a mis un terme à ce secret de Polichinelle, symbole d'une époque où le combat en mer était loin des esprits. Effectivement, pendant des années, certains chefs de l'État, chefs des armées, certains ministres de la Défense, avant moi, donc sous-entendu, not in my name, acceptaient que le porte-avions Charles de Gaulle ou certaines frégates partent en mission avec des soutes à munitions loin de la cible normalement prévue. Parfois pour assurer la défense. Je ne sais pas s'il le cite, mais des gilets pare-balles défectueux. Bien sûr. Alors mieux que ça, parce que ça c'est un témoignage, encore une fois, j'ai des réunions d'anciens camarades de mon régiment. Alors il y avait encore quelque chose de mieux, c'est que on n'avait pas assez de plaques. À cette plaque. Donc on faisait le dernier de la colonne mettait la plaque de devant de son camarade qui la mettait derrière et celui de devant prenait la plaque du mec de derrière pour la mettre devant et il progresse quand il progressait. Voilà, il n'y avait pas assez de plaques. Petite pause, on va revenir. On parlera dans un instant sur Sud Radio des énergies renouvelables avec la tribune de Bruno Retailleau et puis du recadrage d'Emmanuel Macron qui appelle ses ministres à parler d'une même voix. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et allez, on essaye de se mettre d'accord, mais aujourd'hui c'est plutôt bien parti. Alexandra Spinner, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette folie absolue. Nous avons, à la région Île-de-France, mis en place un bouclier de sécurité avec Valérie Pécresse et Frédéric Pechnard. Valérie Pécresse, à la suite de son élection, à un moment très symbolique, puisque un mois après le 13 novembre, a décidé de s'attaquer au sujet de préoccupation des Français, qui est la sécurité. Elle a donc mis en place ce qu'elle a appelé le bouclier de sécurité. Alors, pour résumer, on finance auprès des mairies des équipements de sécurité, des caméras de surveillance, des gilets pare-balles dont on parlait à l'instant, des terminaux portatifs de radiocommunication, enfin, tout ce qui fait qu'une commune peut vivre en sécurité. Bien. Le mal français absolu, la judiciarisation de la politique et l'idéologie bête de la gauche régionale. Ils ont donc déposé un recours. Ne ris pas. C'est assez drôle, c'est même désespérant. Ils ont donc attaqué devant le tribunal les délibérations du Conseil et le rapporteur, dont malheureusement la vie est très souvent suivie, considère que la région n'a pas la compétence sécurité. Donc nous voilà dans une situation totalement absurde où on est en passe de priver les communes d'un outil tout à fait exceptionnel qui leur permet quand même... À quel titre les compétences... La compétence, c'est toujours la compétence. C'est-à-dire que, voilà, on demande au juge d'arbitrer la politique. Alors parfois le juge est nécessaire, mais là on voit pas tellement en quoi il peut décider si oui ou non la région a la compétence. Et puis, si je ne m'abuse... en droit français, ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé.
Bien sûr. Voilà. Donc, certes, la région n'a peut-être pas la compétence, mais en tout cas, elle le fait, c'est apprécié par les communes, mais c'est ce dont on parle finalement avec vous, partout, Valérie, tout le temps. C'est-à-dire que c'est totalement absurde. Voilà quelque chose qui fonctionne bien. Bien sûr. Ça fonctionne. Les maires sont très contents. C'est plébiscité par de nombreux maires en Ile-de-France. Et, je dois le dire, non sans ironie, y compris par des maires communistes. Et on a une gauche régionale, les communistes, qui contestent cela. C'est une folie, parce que c'est purement par idéologie. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit, et il faut souligner le fait que cela vient des communistes, c'est-à-dire ces gens qui sont censés porter les aspirations des classes populaires, qui trahissent ces classes populaires finalement en ne luttant plus pour une sécurité collective et en ayant troqué finalement leurs aspirations premières pour des logiques identitaires. Et moi, ce qui me choque, c'est que les communistes sont ultra minoritaires, alors que Valérie Pécresse a été réélue brillamment avec son bouclier sécuritaire. Et comme ces communistes sont minoritaires, ils vont saisir la justice en espérant avoir gain de cause. Donc si la justice administrative donne raison notamment à ces communistes, ce sera une entorse à la démocratie extrêmement grave. Moi, en tant que francilien, je ne peux pas accepter cette chose-là. Vous avez une élue, Valérie Pécresse, qui a décidé de prendre la question de la sécurité à bras-le-corps avec des résultats qui sont concrets. Comment ces communistes peuvent remettre en cause ce bilan, tout ça dans une course à l'échalote avec la France insoumise. C'est vraiment bas, c'est scandaleux, et voilà ce que c'est devenu le Parti communiste français. Bon. Il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis occupé d'une campagne européenne aussi, mais le régional en PACA. Et on nous eu le même sujet. On nous expliquait, oui, mais alors pas à l'époque, parce que justement à l'époque, la liste pour laquelle je conseillais en communication et en stratégie avait expliqué que, certes, la sécurité n'était pas écrite, mais qu'il y avait certains moyens de pouvoir faire de la sécurité avec la région. Et on nous a expliqué, monsieur Christian Estrosi à l'époque, mais ça change beaucoup avec monsieur Christian Estrosi. Un coup c'est oui, un coup il est à gauche, un coup c'est le résistant, un coup c'est un homme avec de droite. Enfin bref, c'est difficile de le suivre. Nous expliquait que pas du tout, là il n'y avait pas de compétences, et puis la semaine d'après nous expliquant que s'il y avait une compétence, mais que d'ailleurs il fallait mettre des portiques dans les gares, les gares de TER. Alors en revanche, la sécurité pour la région, ça marche pour les transports. C'est-à-dire que la région a le droit de faire de la sécurité sur tout ce qui est transport, puisque c'est elle qui gère ce genre de choses. Ça commençait par là, puisque les caméras de sécurité, à la base, pour les régions, les budgets venaient du fait qu'ils avaient le droit pour les transports, et donc on pouvait aussi filmer en dehors des transports, etc., etc. Ce qu'a cassé aussi les juges, en expliquant qu'on ne pouvait pas filmer en dehors des gares. Mais les juges n'ont pas à décider. Je sais bien. C'est une décision politique, et c'est donc aux électeurs de sanctionner ou de plébisciter. Bon, on va avancer. La droite a été au pouvoir pendant très longtemps. Elle avait la possibilité, mais elle n'avait pas les régions à l'époque, donc elle s'en foutait. Elle n'avait pas permis d'avoir la compétence de la sécurité pour les régions. Il fallait mettre la compétence de la sécurité aux régions. C'était pas compliqué. Et vous avez un ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, qui est de la même couleur politique, on ne cessera de le rappeler, que Madame Valérie Pécresse. Il suffit de pouvoir faire quelque chose. Très bien. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ridicule, j'imagine que c'est vers cela qu'on s'oriente, mais qu'il faille faire une loi? Je veux dire, le rapporteur nous dit, c'est pas dans les compétences de la région. Mais qu'est-ce qui interdit à la région de le faire? C'est totalement le même. Est-ce que vous imaginez, pour les Français, de façon pour qu'on... Mais qui a laissé les juges le faire? Valérie, pour qu'on délocalise ce débat, qu'on étende un peu à toute la France. Comment voulez-vous que les Français comprennent qu'une collectivité qui a les moyens de protéger n'ait pas le droit de le faire? En termes, c'est catastrophique en fait. En pleine crise démocratique, c'est insupportable. Les Français, ils veulent qu'on agisse. Et encore une fois, ils ont l'impression d'un système qui empêche les élus de faire ce pourquoi ils ont été élus. Vous décentralisez encore plus les régions alors dans ces cas-là. Regardez en Italie, par exemple, les régions ont pas du tout les mêmes budgets, n'ont pas du tout les mêmes compétences. Non, mais moi je vous écoute. Après, il ne faut pas s'étonner que les classes populaires votent pour le Rassemblement national ou décident de ne plus voter. Voilà, c'est ça, la fracture démocratique dont parle Alexandra. Désolé. Juste un mot, résultat du bac avec des taux de réussite à plus de
97%. Certaines académies frôlent le sans faute. J'adore le sans faute. Nous sommes une nation de génie. Et voilà, certaines régions. Quand même rencontrer un des mecs qui l'a raté quand même. Voilà. Donc, celui-là, on l'embauche tout de suite. Juste, il y a les contrôles continus sur le bac. Il y a le contrôle continu maintenant, c'est ça. Rennes arrive en tête, 94% de réussite. Nantes, 93%. Toulouse, bravo Toulouse, 93,3%, etc., etc. Alors, je regarde la queue du peloton. Non, j'y arrive même pas. Cantal, 94%. Et l'Île-de-France, je crois qu'on n'a pas encore les résultats. Non, mais... Oui, il vaut mieux. Mais c'est plutôt... Enfin, c'est qu'on récompense les jeunes au terme de leur scolarité par un diplôme qui est le bac. Si... À la suite de cela, on avait la possibilité de leur proposer quelque chose Bien sûr. de qualité. Mais on sait très bien que malheureusement, beaucoup d'entre eux vont... Moi, dans ma délégation, je vois des gamins qui ont été mal orientés, qui sont perdus dans une formation qui n'est pas celle vers laquelle ils auraient dû s'orienter. Mais les outils ne sont pas mauvais non plus. Mais on a des outils formidables, et notamment nous, on a... C'était l'idée, vous allez croire que je fais exprès, mais c'était pas l'idée du baccalauréat. Le baccalauréat, c'était pas ça à la base. C'était pas un high school graduation où on dit tiens, c'est bien, t'as fini ton école, t'as un papier, tu rentres chez Watt. C'était pas ça l'histoire, c'était le baccalauréat, c'était, il me semble-t-il, le premier diplôme le point supérieur. Le point de départ de son étude. Oui, c'est ça, donc c'était autre chose quand même. Allez, on se retrouve dans un instant, on a pris beaucoup de retard, je voudrais vraiment qu'on parle de cette... mais c'est intéressant, hein. Je voudrais quand même qu'on parle de cette volonté du gouvernement de supprimer l'exonération fiscale pour les dons aux associations. Encore une fois, on cherche des économies. Où est-ce qu'on les cherche? Chez les plus faibles. À tout de suite. Voilà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio. Allez, on avance un petit peu. Alex, coup de gueule. Gueule. Ouais, c'est un coup de gueule contre Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, que je trouve fade, en dessous de tout, dans toutes les situations. Si c'était que fade, ce serait bien. Oui, mais c'est parce que je suis pas autant énervé que Kevin aujourd'hui. Moi, je suis très calme. Aujourd'hui, il est calme. Là, je suis dans un mood très calme. C'est les vacances, il est calme. Alors, je suis pas aussi calme que Kevin aujourd'hui. Non, mais je pourrais employer, c'est vrai, d'autres mots que fade, parce que je le trouve en dessous de tout. Hier, on apprend que les deux otages français en Iran subissent 3 chefs d'inculpation qui valent la peine de mort, et sa seule réponse, c'est de dire qu'il exige expressément la libération de Jacques Paris et Cécile Collère, qui sont donc enfermés en Iran. On l'a pas trop vu sur la libération des otages à Gaza. On n'entend pas beaucoup plus sur, malheureusement, la libération aussi de Boualem Sansal et Christophe Glaise en Algérie. Je trouve qu'il n'est pas du tout à la hauteur du moment. Et à la hauteur de l'instant, qui voudrait que la France se batte pour aller chercher ses otages, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait à l'époque. Et c'était effectivement à l'époque, je trouve, l'honneur de la France. C'était quelque chose qui était important. Et la diplomatie française aujourd'hui, elle est en dessous de tout. Donc c'est juste une attitude et se donner une sorte d'image de fermeté qui n'existe absolument pas. Et je vais même vous dire autre chose. Vous savez que j'ai été bloqué pour le travail à Tel Aviv il y a quelques jours et que j'ai mis du temps à rentrer. Bah pareil, je trouve qu'on a été laissé à l'abandon complètement alors qu'on voulait être rapatrié à ce moment-là, et que le Quai d'Orsay est, franchement, pardon, mais en dessous de tout sur ses missions premières. Est-ce que c'est vrai que vous avez dû payer, enfin que les gens qui étaient coincés en Israël ont dû payer le retour? Mais moi, je ne suis pas fait rapatrier, Valérie. Oui, non, mais ceux qui ont... je sais pas, il faudra leur demander, mais moi, j'ai payé pour rentrer. Ouais. J'ai payé pour rentrer, j'ai pris des risques, je suis passé par l'Égypte. Parce que vous deviez rentrer, donc je devais rentrer, et à un moment, je devais rentrer, et je servais à rien là-bas. Je devais rentrer, donc je suis passé par l'Égypte, je me suis organisé tout seul, et je vais même aller plus loin. Il y avait des choses qui avaient été mises en place par le consulat en Égypte, le consulat français, qui est venu nous chercher à la frontière. L'État ne nous avait même pas informés. Ouais. Et le consulat, les gens du consulat là-bas en Égypte nous disaient bah ouais, mais nous on a pourtant informé l'État, mais l'État ne vous l'a pas dit. Mais on voit aussi Christophe Glaise qui a été assigné à résidence en Algérie pendant 1 an. Il ne fallait pas en parler, on l'a juste découvert là pour vraisemblablement laisser faire la diplomatie. Force est de constater que la diplomatie. C'est ce qu'on a dit sur l'Algérie, c'est une autre question. Vous savez très bien que c'est une autre question. Oui. Voilà, il suffit de lire bien sûr. quelques ouvrages bien informés. Oui,
gens ont touché beaucoup d'argent de l'Algérie. Donc on a du mal à dénoncer des gens qui pourraient ressortir des vieilles photos ou de vieux relevés qui mettraient... Regardez, aujourd'hui, c'est bien d'apprendre que le PSU et monsieur Rocard, qui a été quand même Premier ministre de la France, qui a été un des leaders du Parti Socialiste, a émargé au fond algérien pendant 30 ans. Pendant 30 ans, c'est l'Algérie qui a payé le PSU. Enfin, je veux dire, arrêtez de vous poser des questions, quoi. À un moment donné, Moi, je partage le coup de gueule d'Alex. Je trouve que ce ministre, si tant est qu'on puisse dire qu'il est ministre, il incarne à l'envi le en même temps macroniste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il pense, on ne sait pas trop où il va. Le lundi, il nous parle d'un sujet, puis le lendemain, il nous dit le contraire. Je trouve que au-delà du côté sympathique de l'évoquer ici, enfin, je trouve que c'est terrible pour l'image de la France. C'est quand même cet homme-là qui incarne l'image de la France. Pour moi, je ne m'en remets pas, en fait. Je trouve ça effrayant. Rappelez-nous ce qui s'est passé la dernière fois qu'il est allé au Tchad aussi. Hein. Non, mais on est reparti avec une base il est reparti, on avait une base en moins. On continue avec vous, Kevin. Coup de cœur pour Bruno Retailleau. Pas pour Bruno Retailleau, même si je l'aime beaucoup, mais disons un coup de cœur pour la tribune qui est parue dans le Figaro, qui a été signée par Bruno Retailleau, qui a été signée par Julien Aubert, qui a été signée par François-Xavier Bellamy, notamment sur les éoliennes et le photovoltaïque, puisque là, maintenant, la ligne chez LR est claire. Aucune subvention en provenance de l'État pour les éoliennes et le photovoltaïque. C'est vrai que jusque-là, ce n'était pas forcément clair. Les députés LR ont voté pour le moratoire sur les éoliennes à l'Assemblée nationale, alors que les sénateurs avaient notamment voté contre. Alors là, évidemment, on a vu la majorité, entre guillemets, présidentielle se diviser. Monsieur Attal est monté sur ses grands chevaux en racontant que c'était un contresens historique et scientifique, et Otman Nasrou lui a répondu en disant que de toute façon, ce pauvre Gabriel Attal venait de la gauche et qu'il avait appelé à voter pour LFI au second tour des législatives. Il est vrai que la part de l'éolien dans la consommation électrique en France n'a fait qu'augmenter, puisqu'en 2018, dans la production d'électricité, l'éolien c'était 5,6%. Aujourd'hui, on est à plus de 11%. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une escroquerie écologique, et c'est une arme de destruction massive, aussi bien pour nos oreilles que pour nos yeux, parce que la vérité, c'est que les éoliennes ne sont pas du tout écolos. D'ailleurs, les éoliennes fonctionnent de manière intermittente, donc on est obligé de compléter cela, notamment en utilisant des énergies qui sont polluantes. On pourrait voir, par exemple, les Allemands qui rouvrent leurs vieilles centrales à charbon. Les éoliennes également sont un problème pour la faune. On estime qu'une éolienne peut tuer par an jusqu'à 18 oiseaux. Ça défigure évidemment nos paysages. Moi, je suis allé dans les Ardennes, j'ai vu à quel point finalement nos paysages étaient saccagés à cause des éoliennes. Les pales ne sont même pas recyclables, et quand vous installez une éolienne, vous êtes obligé notamment de déverser 600 à 800 tonnes de béton pour que l'éolienne puisse tenir. Et même la population est absolument contre, puisque 70% des autorisations délivrées pour l'implantation des éoliennes font l'objet notamment de recours face au tribunal administratif. Je pense que moi, l'une des sources énergétiques les plus écolos, c'est évidemment le nucléaire, qui est une énergie propre, qui produit très peu de CO2. Plus vous réduisez la part du nucléaire, plus vous augmentez les émissions de gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas que du nucléaire, il faut un mix énergétique, notamment avec de l'hydraulique et peut-être au niveau local avec du solaire. Mais vive le nucléaire, il faut le dire. À bas les éoliennes, et j'espère que Marine Tondelier ne nous écoute pas, sinon je vais me faire traiter évidemment d'extrême droite. Il faut dire que je ne ressemble pas à ces électeurs qui sont des bobos déracinés, prêts à troquer nos paysages, nos intérêts économiques sur l'autel d'une idéologie réactionnaire et dévastatrice. Et pour le coup, ce sont les écolos, les réactionnaires. Ce n'est certainement pas moi qui vois l'intérêt de notre pays. Tu as la clim, non, j'ai des ventilateurs, mais j'adore aller en plateau parce que à CNews, j'adore aller à CNews. Il y avait la climatisation au moment où il faisait 38-39 degrés. Ici, c'est un peu bas. Il faut dire à monsieur Patrick Roger qui nous la monte un petit peu plus. Merci Patrick. Je suis d'accord avec vous. Un peu frais. Valérie, juste peut-être pour vos auditeurs qui le voient
voit bien, certains paysages en France sont complètement détruits par ces éoliennes. C'est horrible. Mais, je veux dire, il faut aussi le dire. Et puis là aussi, on a évoqué hier, à chaque fois qu'il y a tous ces détournements qui ont pu être faits, beaucoup d'argent, des fournisseurs, me dit une auditrice, qui s'enrichissent, c'est tout ce qui compte, et des tonnes de béton pour fabriquer des socles d'éoliennes. Et pour rappel quand même, les éoliennes et le photovoltaïque est quand même complètement dominé par les importations chinoises. Non, mais je veux dire, c'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas construire les moteurs les alternateurs des éoliennes sans des terres rares qu'on n'a plus et avec beaucoup de cuivre, et c'est très difficile d'en trouver. Bref, ok, c'est vrai que c'est dégoûtant, etc. Moi, ce qui me marque le plus, c'est en période d'économie, en période il faut plus donner d'argent aux associations, il faut faire attention à ça. Ça coûte 300 milliards. C'est-à-dire que le raccordement des énergies, des énergies dites alternatives et vertes, ça coûte 300 milliards d'euros. Voilà, c'est tout. Et en plus, ça a une particularité, on ne le redira jamais assez, c'est que quand vous avez du vent et quand vous avez tout d'un coup ou du soleil, vous surchargez le réseau avec une énergie que vous ne prévoyez pas, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir vraiment du soleil ou quand il va y avoir du vent. Ce qui fait que vous êtes obligé de baisser la production des centrales nucléaires, parce que sinon vous surchargez le réseau. Donc on favorise d'abord l'entrée sur le réseau de l'électricité faite par les éoliennes et par le solaire. Sauf que cette énergie, elle est sponsorisée et elle coûte extrêmement cher en vérité. Deuxième coût et dernière chose, c'est que vous fatiguez le matériel nucléaire, puisque ce matériel nucléaire n'est pas fait pour monter, descendre en capacité. Donc vous le fatiguez. Et pendant ce temps-là, on rappellera, c'est le vieux combat de mon camarade, et je pense à lui en ce moment, Loïc Le Floch-Prigent, également sur tout ce qui était l'électricité de Bordeaux, au bord de l'eau. C'est-à-dire qu'on a fermé station après station de cette électricité qui était faite avec nos rues et nos fleuves et nos rivières. Alors il y a un aspect politique aussi dans tout ça. Non, il y a un aspect idéologique. Oui, idéologique. Quand vous entendez Clément Beaune qui nous explique que c'est, qu'est-ce qu'il a dit, antipatriote. Non, mais au sein du gouvernement, écoutez Agnès Pannier-Runacher. C'est dramatique, c'est irresponsable, c'est du populisme le plus, je dirais, basique, c'est-à-dire que, au fond, peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà, et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. Pour vous, est-ce que Bruno Retailleau doit rester au gouvernement compte tenu de cette dissonance ? Moi, je suis membre du gouvernement, je ne suis pas Premier ministre. Mais ce que je dis, c'est que c'est une position qui est totalement contraire à celle portée par le gouvernement. Voilà. Merci pour les EDL, parce que les éléments de langage, alors vraiment là, c'était la machine à débiter. Il n'y a aucune sincérité dans ce qu'elle vient de dire. Alors, Alex, je sais pas, mais oui, c'est aussi très politique. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus se voiler la face. C'est politique, mais même chez LR, pardon, mais excusez-moi, même chez LR, c'est pas hyper clair leur position. Tu dis qu'il y a une qui est très claire, mais quand tu entends Jean-François Copé. Non mais Michel Barnier. Non mais Alex, alors laissez-le terminer. Non mais pardon, mais c'est tout neuf en fait. Oui, je suis d'accord. C'est tout neuf et c'est politique, c'est avoir une position pour pouvoir s'affirmer et se différencier. Et Alex, on a aussi, toujours là, à droite défendu le nucléaire. Oui, et ça on peut renvoyer à la commission d'enquête avec Sarkozy et Hollande. Et effectivement, vous avez toujours défendu le nucléaire, mais pas au sein du parti en tant que tel. Jean-François Copé aujourd'hui qui est remis en première ligne, on ne sait pas trop ce qu'il pense et on ne sait pas trop vraiment s'il dit vraiment ce qu'il pense d'ailleurs. Oui, donc par conséquent, c'est politique, c'est un coup politique, c'est aussi une façon de se démarquer de la part de Bruno Retailleau. Moi je pense que là en faisant ça, il sort du gouvernement. Non, alors à moyen long terme, il sort du gouvernement. Non mais Alex, juste une chose. Il est pour 2027. Juste une chose quand même. Quand on regarde l'histoire de la droite française, la droite française a toujours été pro-nucléaire, et même s'il y a des débats en son sein autour des éoliennes
Bruno Retailleau dérange évidemment à la droite de la droite. Bruno Retailleau dérange au sein du gouvernement puisque c'est le ministre le plus populaire du gouvernement. C'est quelqu'un qui a l'amour de la France chevillé au corps. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre ici. C'est la même chose parce qu'on veut le faire passer. On veut le faire passer. Les auditeurs ne voient pas, mais il vient de sortir son t-shirt Retailleau 2027. Pour un afro-réactionnaire de droite extrême. Alors qu'il l'est. Alors non, c'est pas vrai. Alors qu'il il n'est que le représentant, notamment des aspirations populaires. Il n'hésite pas à dire. Il est populaire comme moi. Mais c'est la vérité. L'écologie, ce n'est pas le monopole de la gauche. Et les éoliennes, c'est anti-écolo. Ça parle beaucoup. C'est insupportable. Quand la ministre dit que c'est aller à l'encontre des intérêts des Français, c'est ce qu'elle a dit, j'ai bien compris. Mais pas du tout, parce que la conséquence, clairement, c'est l'explosion des factures d'électricité pour les Français. Les paysages complètement défigurés, c'est un problème pour les Français. Évidemment. Donc c'est totalement idéologique, politique, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas tenable comme position. Je vais venir un petit peu au soutien de mon camarade Alex. Il faut avoir de la mémoire, parce que la politique, c'est pas la réflexion sur ce qui s'est passé avant-hier. D'accord ? C'est passé il y a très longtemps. Et pour comprendre la crise du nucléaire aujourd'hui et le fait qu'on ait laissé ces énergies dites renouvelables en vérité perdurer et aujourd'hui essayer de prendre le pas sur le nucléaire, c'est aussi le sous-financement du nucléaire pendant des années. Et ça, c'est la droite. C'est-à-dire que on peut faire de très beaux discours, on peut faire un tas de trucs, mais le manque de courage, l'insincérité politique de la droite pendant très longtemps sur ces questions, sur le financement. Comme pour la défense, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se met avec le bouclier, vive l'armée, etc. Pendant des années, ils n'ont pas mis un flèche. Et moi, je me souviens aussi de l'attitude de monsieur Nicolas Sarkozy envers l'armée, qui n'aimait pas, et il l'avait dit d'ailleurs. Et sur le nucléaire, je suis désolé, mais il y avait Super Phénix, ça n'a jamais été soutenu. Le projet Astrid, on a laissé tomber, on a sous-financé. Le parc nucléaire, on n'a pas redéveloppé, on l'a pas amélioré, on n'a rien fait. Et je suis désolé, mais Fessenheim, pendant très longtemps, c'était la région Alsace qui était tenue quand même par la droite, qui était pas vraiment pour la continuation de Fessenheim. Est-ce que c'était vraiment la droite ? Très bien, mais maintenant on fait quoi ? Premier thème de campagne, moi je pense. Moi je pense que c'est le premier thème de campagne de 2027. C'est les poches des Français. C'est fini pour cette première... c'est pas encore fini. Je vous dois encore un quart d'heure jusqu'à midi. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 17h et 19h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. En club, vous profiterez d'équipes aux petits soins, des clubs enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio. Valérie Expert. Donc on cherche des économies, et où va-t-on chercher les économies ? Bien, vers ce qui fâche les Français, je pense. En tout cas, pris comme ça, ce rapport de 60 pages qui a été commandé par Michel Barnier, qui a été remis au nouveau gouvernement, projette de réduire l'avantage fiscal qui est fait quand on fait un don à une association. Réduction fiscale liée aux dons dont profitent quelques 5,5 millions de foyers. Ce matin, une interview d'un dirigeant d'association expliquait que 93% de leur budget de fonctionnement était dû à ces dons. C'est-à-dire que si vous donnez 100 €, il y a 66% d'abattement fiscal. Donc c'est sûr que ça coûte très cher à l'État. Imaginez pour le Téléthon, par exemple, ce que ça signifie. Donc c'est toujours étonnant. Non, vous étiez un peu plus perplexe. Non, pas du tout. Non, je me posais la question de savoir s'ils vont faire ça aussi pour les dons, pour les partis politiques. Pour les partis politiques et pour les campagnes. Là, je suis pour. Parce que non, mais moi je suis pas pour, parce que étant donné que ça ne sera pas corrigé par le fait qu'on permettra à des particuliers de donner plus à des campagnes, ou qu'on réautorisera les partis politiques à gérer leurs finances de manière un peu plus un peu plus facile pour les campagnes électorales. Moi, je me pose vraiment des questions. Est-ce que c'est une réduction ou c'est une suppression ? Parce que ce que je dis, c'est que c'est une réduction. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à 66%, on passerait à 44%. 44%. Non, c'est pas ça. Mais il
il faut savoir qui est touché. Si c'est les associations en général, si c'est. Mais à mon avis, sur les partis politiques, ils vont hésiter. Je ne pense pas qu'ils iront sur ce terrain. Voilà. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Ouais. On rappelle qu'on n'a pas le droit de donner, on peut donner jusqu'à 7 500 euros par année à un parti politique et 4 500 euros à une campagne. Les auteurs du rapport préconisent de réduire ce plafond donc de 66% à 2 000 euros, quel que soit le niveau de revenu imposable. Cette mesure ferait donc payer plus d'impôts à environ 225 000 foyers parmi les plus aisés. C'est un peu différent, c'est un petit peu différent, mais il y aura un plafond de 2 000 euros. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire que tu vas jusqu'à 2 000 euros. Pour donner. Vous avez 66% de réduction, mais jusqu'à 2 000 euros. Jusqu'à 2 000 euros. Au total de toutes les associations sur l'année. Voilà. Oui, mais je vous dis, encore une fois, pour les partis politiques et les campagnes électorales, comment ils vont faire les gens? Non, mais ça, c'est une vraie question. Ce seront donc les grands donateurs qui seront les plus pénalisés. Et ceux qui se servaient aussi, il faut le dire, de ces dons pour défiscaliser. Encore une fois, c'est une préconisation. Par exemple, vous voyez, quand Bernard Arnault a donné beaucoup d'argent pour Notre-Dame. Oui, mais il n'a pas défiscalisé. C'est vrai qu'il n'a pas défiscalisé. Il a dit qu'il n'avait pas. C'est un mauvais exemple parce qu'il n'a pas défiscalisé. Il n'a pas. Mais d'autres ont donné pour Notre-Dame, je suppose, et ont défiscalisé. Et ça a bien aidé quand même à un moment donné. Mais effectivement, je n'avais pas lu en entier. Dons 2 000 euros. Je pense que les gens qui font des dons, par exemple pour le Téléthon, ne donnent pas jusqu'à 2 000 euros. C'est des dons de 10, 15 euros, c'est des petits dons. Mais sur des dons plus importants, parce que pour arriver à 2 000 euros de dons, c'est quand même. Après, vous avez des gros donateurs quand même pour le Téléthon ou pour d'autres associations. Ils vont être directement impactés. C'est aussi l'occasion de rappeler que les Français sont très généreux. On peut peut-être finir sur une note positive. Il y a ça, et puis il y a des associations qui donnent aussi elles-mêmes, puisqu'elles lèvent des fonds pour des projets. Et que j'aimerais savoir comment ça va se passer, parce que là, c'est beaucoup plus de 2 000 euros quand même. Et on a un tissu associatif extrêmement dynamique dans notre pays. C'est pas adopté, à mon avis. On peut en être très fiers. Non, il y a aussi des propositions pour supprimer un certain nombre d'organismes d'État, ce qui serait plutôt une bonne idée. Ça, c'est bien. En particulier le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Quelques fonctionnaires aussi, on pourrait supprimer, non, je ne sais pas. Quelques aides sociales aussi injustement données. Tous les machins qui ne servent à rien, si on pouvait les supprimer. Oui, voilà. Les agences, certaines agences. Les agences, voilà, c'est ça. Et si on pouvait laisser faire ceux qui veulent faire des choses utiles, ce serait pas mal aussi. Et tous les subventions de Madame Hidalgo à des associations ubuesques, là, parce que l'augmentation de la taxe foncière, on la sent. Non, mais les agences de l'État, c'est une vraie question. C'est 80 milliards. Alors, elles ne sont pas toutes à supprimer, mais les agences de l'État, c'est 80 milliards. Il y a beaucoup de choses redondantes, en particulier dans l'écologie. Ce matin, le Figaro fait un état des lieux assez il faut savoir quelque chose aussi, c'est que vous êtes haut fonctionnaire, vous travaillez pour une direction générale. On vous fait passer dans une mission ou dans une des agences de l'État, votre salaire change. Et après, quand vous revenez, on peut pas vous rebaisser. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que ces agences disparaissent, puisque c'est aussi le moyen de traiter un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sinon seraient bloqués à leur échelon et n'auraient pas de fonction. Il faut se poser aussi la question du fonctionnement de ça. Il y a aussi il y a des grands chantiers, il y a le pantouflage, il y en a plein. Enfin, je veux dire, mais c'est quand même un marronnier à chaque fois. On dit qu'on va le faire et ils le font pas. Et ils le font pas. 80 milliards par an. Et vous savez pourquoi ils le font pas? Bien sûr. Et on a vu nommer un certain nombre de centristes à des postes, le commissariat au plan, ce nouveau machin qui a été créé pour le truc des enfants, où on nous dit qu'il faut se prioriser. Non, mais excusez-moi, sur le truc des enfants, c'est parce que vous n'avez pas de ministère qui était attaché à la petite enfance. Sauf que la priorité, c'est de lutter contre le no kids dans les trains et les hôtels. Je pense qu'il y avait d'autres priorités, en l'occurrence. Notamment le scandale de l'ASE. Oui, le scandale de l'ASE en particulier. Voilà, c'est dernière de cette saison. Je voulais remercier Jamel, notre réalisateur, toujours vigilant, toujours aimable, toujours de bonne humeur, et évidemment l'indispensable Juliette Rioufol. Elle est très gentille, a dit Jean-Jacques Bourdin, effectivement. Elle n'est pas toujours très gentille. Mais en tout cas, elle est extrêmement compétente. C'est elle qui prépare les plateaux, avec qui nous discutons. Enfin, c'est plutôt elle qui discute toute seule des sujets. Des sujets. Elle me fait des suggestions pour les sujets de débat. On n'a pas toujours le temps d'aller, comme aujourd'hui, traiter tous les sujets. Merci à vous, fidèles débatteurs, qui êtes là avec toujours autant d'énergie, de plaisir,
d'intelligence et je suis ravie de très heureuse de cette équipe et heureuse aussi d'être sur Sud Radio, je tiens à le dire, où on a une petite équipe mais très dynamique et une radio très agréable, où il est très agréable de travailler. Voilà. Merci à vous. Merci Valérie. Merci et bonnes vacances. Et bonnes vacances. On se voit en septembre. Et on se voit en septembre avec d'autres. J'entendais ce matin quelqu'un dire, si on vous avait dit qu'il y aurait Retailleau deviendrait l'homme providentiel d'une certaine manière, qu'on aurait François Bayrou comme Premier ministre, qu'on aurait... Enfin, c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Alors nous, à droite, ça ne nous étonne pas que Bruno Retailleau soit l'homme providentiel. Ça, vous n'avez pas toujours dit ça. Je passe le relais à Maxime Liédo, donc qui sera avec vous à partir de lundi prochain pour les grands débats de l'été. Très bon été à vous sur Sud Radio. Bel été et à très vite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.